Dis-moi, Jamy, je reviens du ski, j'y suis allé cet hiver et je me demandais, elles viennent d'où les montagnes? Alors déjà Fred, il faut savoir que les montagnes forment ce qu'on appelle une chaîne. Et ces chaînes de montagnes ne se forment pas n'importe où. En effet, la surface de la Terre est découpée en plusieurs plaques tectoniques. Et ces plaques bougent entre elles, et ces mouvements font qu'elles interagissent. Et les plaques et les montagnes, comme l'Himalaya, se forment aux frontières entre ces plaques, et plus précisément là où elles rentrent en collision. Mais dis-moi Fred, qu'est-ce qui se passe sous la Terre quand deux plaques se rencontrent? Eh bien, pour te répondre, Jamy, je suis allé voir Monsieur Malou. Alors dites-nous tout, monsieur. Que se passe-t-il quand deux plaques se rencontrent? Pour commencer, il faut savoir ce que vous appelez plaques sont composées de deux couches principales, la croûte et le manteau lithosphérique. La croûte peut être continentale et former les continents, ou océanique, sous les océans. Les montagnes sont généralement formées par la collision entre deux plaques présentant une croûte continentale, même si dans le cas de la cordillère des Andes notamment, c'est la collision entre une croûte continentale et une croûte océanique. Quand deux plaques se rencontrent, elles se déforment, et l'une d'entre elles finit par plonger sous l'autre. Ces déformations sont concentrées dans des zones très étroites, appelées zones de cisaillement. Le mouvement de ces zones de cisaillement élève un morceau de plaque terrestre jusqu'à ce que la gravité bloque le mouvement. Alors, une nouvelle zone de cisaillement apparaît à place de l'ancienne, et ainsi de suite. C'est cette accumulation de strates qui crée petit à petit le massif. La croûte s'épaissit ainsi en hauteur, mais aussi en profondeur. Et si les montagnes ont cette forme irrégulière, Jamy, c'est à cause de l'érosion. En effet, le vent et la pluie creusent le massif petit à petit pendant des millions d'années, ce qui crée, à terme, ces paysages dentelés. Mais dis-moi, Jamy, comment ça se fait que les roches passent les unes sous les autres? En fait Fred, c'est très simple. Il faut savoir que l'état des roches varie selon la température et la pression. En surface, ces deux paramètres sont faibles. La croûte se déformera donc de manière fragile. Elle cassera et causera des plis, des cassures et des séismes. On peut comparer cette déformation à un cookie sur lequel on appuierait. En profondeur, par contre, la température et la pression augmentent beaucoup, ce qui fait que les roches commencent à se comporter de manière ductile. Elles forment des plis et finiront par couler très lentement. On peut comparer là la déformation à un fondant au chocolat sur lequel on appuierait. Mais dis-moi Fred, c'est quoi une roche exactement? Alors, une roche, Jamy, c'est un ensemble de minéraux. Ces minéraux sont souvent des cristaux, comme par exemple le pyroxène, ou amorphes, comme dans un verre. Et un cristal, c'est quoi? Alors, dans un cristal, Jamy, les atomes forment un motif appelé maille qui se répète un très grand nombre de fois. C'est cette accumulation qui crée un motif, le réseau cristallin. Et oui Fred, et du coup, dans un cristal, l'organisation des atomes reste la même, où qu'on la regarde. Mais dis-moi Fred, comment on connaît comment la Terre est à l'intérieur, alors que personne n'y est jamais allé? Pour cela, Jamy, on a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est d'aller sur le terrain, là où les roches sont visibles naturellement. On peut aussi recréer les conditions de température et de pression grâce à des laboratoires pour étudier les réactions des roches. Enfin, on a également la possibilité de modéliser informatiquement les expériences grâce à des lois physiques et à des centres de calcul qui sont de très gros et très puissants ordinateurs. Chaque chercheur a ses méthodes de prédilection. Monsieur Bévillard, lui, utilise principalement une approche du terrain ainsi qu'une approche numérique. Comme tu l'as signalé Fred, en modélisation, on a besoin de lois physiques. On utilise plusieurs paramètres. Par exemple, la contrainte, mesurée en Pascal, est représentée par la lettre grecque τ. Cette force, elle représente une force appliquée à une surface. C'est la force qui, par exemple, fait qu'une personne pourra traverser un champ boueux sans problème si elle porte des chaussures de randonnée, alors qu'elle s'y enfoncerait si elle portait des talons aiguilles. On utilise également la vitesse de déformation, qui est la vitesse à laquelle une surface se déforme, représentée par la lettre grecque epsilon point. Les plaques ont une vitesse de déformation très lente, de l'ordre de 1 cm par an. Et ces deux lettres sont reliées par une équation, l'équation rhéologique. Et cette lettre grecque, mu, c'est le coefficient de viscosité. Par exemple, l'eau a un coefficient de viscosité faible, alors que celui du miel est beaucoup plus élevé. La viscosité représente à grande échelle les mécanismes de déformation microscopiques à l'intérieur des cristaux. L'un de ces mécanismes de déformation est le fluage dislocation. Quand la contrainte est trop forte, les roches voudraient se briser. Mais à cause de la pression, elles ne le peuvent pas. Des microfissures se créent alors dans le réseau cristallin. Ces microfissures sont représentées par les petits t sur le schéma. Elles s'accumulent, elles finissent par se déplacer et s'accumuler vers les bords du grain, ce qui crée à terme d'autres grains plus petits qui pourront se diviser à leur tour.
Mais en dessous d'un certain seuil, le fluage dislocation n'a plus d'effet et un nouveau mécanisme rentre en jeu, le fluage diffusion. Les atomes des grains se déplacent des zones où la contrainte est la plus élevée vers les zones plus libres. Ce mécanisme s'accompagne d'un grossissement des grains. Mais dis-moi Fred, on peut les voir partout ces mécanismes? Eh bien non, Jamy. Il faut trouver un endroit où les montagnes sont suffisamment vieilles pour que l'érosion ait ramené les couches profondes à la surface où elles sont visibles. On peut par exemple en voir sur le site d'Hidaka, à Hokkaido, au Japon, où on étudie le protolithe et l'amylolithe qui, elle, est la roche déformée. Du coup, Fred, on pourrait aller voir ça tout de suite? Bonne idée, Jamy, allons-y tout de suite. Bon, c'est super. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui? Très bien expliqué. Non, je vais juste faire un commentaire sur que tout ce que vous avez fait là sur les mécanismes rhéologiques, tout ce qui se passe, en fait, on peut très bien prendre ça et l'appliquer chez le tissu humain. La peau, on a exactement la même chose. Les molécules sont organisées, il y a des cristaux comme ça, et quand il y a des maladies, des fois, eh bien, tout ça s'appaire, et on peut en fait identifier les problèmes grâce à les mêmes analyses. Donc bravo, bravo, bravo. Merci. Et donc la suite du travail, vous allez, dans les années qui viennent, vous savez ce que vous allez faire? Oui, là, Benoît, notre doctorant, part au Japon dans pas longtemps, et donc l'année prochaine, on étudiera des échantillons de roches ramenés de là-bas. Là, cette année, on s'est plus concentré sur un petit peu plus sur la modélisation. Parfait. Eh bien, bon travail alors.